Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pendant des années, vous avez permis à de jeunes plumes de prendre leur envol. Des auteurs devenus célèbres ont eu la veine de débuter avec l'homme de cœur que vous êtes. Le cœur est justement au cœur de votre nouveau roman. Bonjour Jean-Paul Enthoven. Bonjour cher Jacques. Bonjour. Alors ce roman, c'est Les raisons du cœur chez Grasset. Vous vous faites rare en littérature, mais je crois que c'est le quatrième. De moins en moins. On vous en remercie. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter, et vous avez un parcours étonnant à travers des dates clés. Donc on va le faire. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 27 janvier 1975. C'est la sortie d'un journal qui s'appelle L'Imprévu. Oh là, mon Dieu, on remonte à la préhistoire. Non, c'est une histoire, même. Oui, bien sûr. Mais vous savez, autant j'étais déjà l'ami infiniment proche et fraternel de Bernard, Henri Lévy, autant quand L'Imprévu a commencé à sortir, j'en faisais déjà plus partie. Parce qu'il y a eu 11 numéros, c'est un quotidien. Il y a eu 11 numéros. C'est une mort foudroyante. Mais justement, j'avais quitté le navire avant parce qu'il me semblait que c'était une aventure très romanesque, mais trop peu professionnelle. Et j'avais un peu anticipé le naufrage. D'ailleurs, Bernard m'en a toujours voulu. Il a toujours eu raison de m'en vouloir. Mais bon, j'étais au Nouvel Observateur à l'époque. Et il n'y avait aucune raison de plonger dans un navire avec quelques défaillances. Alors, il y avait quand même 60 collaborateurs, et pour celles et ceux qui n'ont pas connu ce journal, parce qu'il a duré qu'u11 jours, d'ailleurs les numéros valent très cher aujourd'hui, c'est des collectors. Oui, il faut savoir que c'est le père de Bernard-Henri Lévy qui avait financé ce journal, et qui avait un sondage qui disait que Mitterrand avait une chance de passer en 81 devant Giscard, dans le premier numéro. C'était prémonitoire. Oui, non, dans le premier numéro, je me souviens, il y avait un édito de Bernard sur Françoise Giroud, oui, et qui portait comme titre Françoise Giroud ou la douceur de vivre avant la Révolution. C'était charmant, mais enfin. Remarquez, il y a eu un autre journal dont on a peu parlé aussi, qui a duré à peu près 11 jours ou un peu plus. C'était 24 heures. Marcel Dassault avait lancé un quotidien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je sais pas. Non, mais je m'intéressais moins à Marcel Dassault qu'à mon ami Bernard. Il avait engagé 100 personnes dans les locaux de Jour de France à l'époque, en 66. Il avait lancé ce journal, mais ça a été une catastrophe. En revanche, c'est le premier journal dans lequel il y avait des pages entières de photos légendées, ce qui est la mode aujourd'hui. Donc c'était un journal en avance sur son temps qui a coûté aussi une fortune à Marcel Dassault. Mais il s'en est remis. Alors, votre amitié avec Bernard-Henri Lévy, elle a débuté, je crois, Jean-Paul Enthoven à la Sorbonne. Oui et non, elle a débuté. En vérité, il y a une vérité historique, puisque le père de Bernard, André Lévy, un homme admirable, était né dans le petit village d'Algérie où j'étais moi-même né. Donc, d'ailleurs, j'ai encore des photos du mariage de mes parents qui avait été prise par un parent d'André Lévy. Donc, il y a une mémoire qui nous a réunis avant de nous réunir. Et c'est Françoise Verny, à l'époque. Éditrice bien connue. Oui, bien sûr, qui nous avait rassemblés. Et puis, si je puis dire, comme on le dit dans les histoires d'amour, on ne s'est plus quitté. Voilà. Alors, vous êtes à l'époque, je crois, d'abord, il est agrégé de philosophie, Bernard-Henri Lévy. Oui. Vous êtes l'assistant de Maurice Duverger à la Sorbonne. Oui. Maurice Duverger, on a un peu oublié, c'était un des grands professeurs de droit constitutionnel. Oui, bien sûr. Et c'est un homme, d'ailleurs, qui avait beaucoup d'humour. Je ne sais pas si vous le savez. Il était fan d'un dessinateur qui s'appelait Chaval. Oui. Et il a préfacé ses albums de dessin. Et Chaval était un maître de l'humour noir qui s'est suicidé, qui s'appelait Chaval, parce qu'il voulait s'appeler Cheval au début, en souvenir du facteur Cheval, qui était célèbre à un roman, mais il y a eu une erreur de transcription, il est devenu Chaval. Et c'est vrai que Duverger, on n'avait pas l'image de quelqu'un d'humour. Oui, il a préfacé des choses moins honorables, comme vous le savez. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous l'avez quitté, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un jour un procès où vous avez témoigné sans savoir ce que vous alliez... C'est-à-dire que, pour tout vous dire, j'ignorais qu'il avait fait les commentaires du premier statut des Juifs sous l'occupation. Et un jour, le journal Actuel a écrit un article racontant l'histoire de ce commentaire et du rôle de Maurice Duverger. Donc il y a eu un procès qu'a intenté Maurice Duverger,
et il m'a demandé de témoigner sans m'expliquer de quoi il retournait. Et je suis tombé de la lune, pour tout vous dire. Donc, je ne pouvais pas, sans rougir, approuver le comportement qui avait été le sien. Et il l'avait pas beaucoup apprécié. Et à partir de là, nos relations n'avaient plus de sens. Et j'ai donc démissionné de la fac. Oui. Alors, on en revient à vos débuts, Jean-Paul Enthoven. Vous êtes né à Mascara. Oui. C'est un petit village d'Algérie. Oui. Et d'ailleurs, il y a 2 autres personnes natifs célèbres de Mascara. Il y a Alain Flelou, qui est né un an avant vous, et puis Fred Forest. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je connais l'un et l'autre. Voilà, qui est un artiste d'avant-garde. Moi, je me souviens avoir vu un jour une exposition rue Guénégaud à Paris de poubelles qu'il avait remplies. C'était une œuvre d'art. Oui, bien sûr. Et c'est là, Mascara, vous y avez grandi. Oui, enfin, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 10 ans, de 10 ans. Mais je ne garde pas la moindre nostalgie de cette époque, de ce village, de ce pays. Il y en a beaucoup d'autres, vous savez, qui étaient tout proches, mais je ne vais pas les énumérer. Mais je ne garde pas la nostalgie, sinon celle de la jeunesse, celle du bonheur de mes parents. Mais moi-même, je n'aimais pas... je ne me complais absolument pas dans la nostalgie d'un âge d'or colonial. D'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, je n'arrive pas à écrire le mot Algérie. Je dis outre-mer. Je n'arrive pas à écrire Algérie. C'est un pays un peu maudit, vous savez. Oui, et vous n'aimiez pas non plus, Jean-Paul Enthoven, le garage de votre père, garage dont il avait hérité, je crois, de son propre père. Bien sûr. Un garage Citroën. Oui, son père était hollandais, et à la suite de dettes de jeu, il s'était engagé dans la Légion étrangère. Oui. Tout ça est extrêmement romanesque. Et à la suite de quoi, il avait vécu comme tout le monde, en faisant des commerces, puis après il s'était enrichi, il avait acheté des propriétés, des cinémas. Voilà l'histoire qui s'est arrêtée en 1962. Et il se trouve donc que votre père dirigeait donc ces garages Citroën et que vous aviez 3 ans, pour votre information personnelle, quand la 15 chevaux Citroën est devenue la voiture officielle du gouvernement français. D'accord, si vous me l'apprenez. Alors, vous avez fait aussi une rencontre qui a compté dans votre vie à ce moment-là, c'est Pierre Nora, Jean-Paul Enthoven. Vous l'avez connu à Oran. Oui, non, Pierre Nora, vous savez, à l'époque, les éminents professeurs agrégés de France pouvaient soit faire leur service militaire, soit remplacer ça par un temps d'enseignement en Algérie. Et beaucoup ont fait ça. Il y avait François Châtelet, il y a eu Jean-François Lyotard, même Gilles Deleuze. Donc c'était une génération magnifique. Et Pierre Nora, effectivement, a été professeur à ce moment-là. Mais aussi étrange que cela paraisse, c'est pas en Algérie que je l'ai rencontré. C'est à mon retour. Il a eu la gentillesse, la générosité, parce que ma famille lui en voulait un peu de la publication du livre qu'il avait écrit à cette époque-là, qui était un livre qui s'appelait Les Français d'Algérie, où il se moquait un peu de cette sociologie leur désir de francité. Il s'en moquait un peu, pour tout vous dire. Une moquerie de nantis, si je puis dire. Et quand je suis arrivé en France, je l'ai rencontré, et peut-être par un reliquat de culpabilité, il s'est occupé de moi. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'édition, par exemple, avec son beau-frère qui était François Furet à l'époque. Donc vous voyez, mes parrains n'étaient pas trop médiocres. Non. Alors, il faut savoir que vos études en France, il y a eu le lycée La Canale de Sceaux, il y a eu Janson de Sailly et le lycée Buffon, je crois. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on dit Janson de Sailly. C'est parmi les différentes erreurs qui se trouvent. Ah bon, vous n'avez jamais été à... Jamais. Vous avez fait La Canale quand même. Oui. Et Buffon. Oui. Et vous avez eu 2 professeurs qui vous ont marqué, Michel Deguy, qui a dirigé le journal Poésie, et celui dont on va entendre la voix. Messieurs les censeurs, bonsoir. Évidemment. Maurice Clavel. Évidemment. Maurice Clavel qui un jour à la télévision, je crois que c'était à Armes égales, le 13 décembre 71. Contre Jean Foyer, c'est voilà, ça? C'est ça. Et il y a une phrase dans le film qu'il a réalisé avant l'émission qui ne lui plaît pas, il s'en va, c'est le premier clash de la télévision. Oui, mais il était extrêmement théâtral quand j'y fais allusion dans mon livre, quand Maurice Clavel débarque dans la classe, il est auréolé d'un immense prestige. Il est votre professeur de philosophie. Oui.
Il est d'abord, il a libéré le maquis de Chartres à 20 ans. C'est l'ami du général de Gaulle qui lui téléphone et à qui il téléphone. Vous vous rendez compte, à l'époque, téléphoner au général de Gaulle, il n'y en avait pas beaucoup. Il était le mari d'une actrice de théâtre très belle qui s'appelait Sylvia Montfort. Oui. Et puis, il avait participé à l'aventure du Festival d'Avignon avec Jean Vilar. Bref, c'était un personnage ample, titubant, chaotique et magnifique, je dois dire, magnifique. Et cette sortie à la télévision, c'est finalement les clashs qu'on voit aujourd'hui dans les débats. Il est le premier à avoir fait ça. Oui, parce qu'il y avait eu un film qui avait été fait sur... à l'époque, Georges Pompidou venait de gracier un collaborateur qui s'appelait Paul Touvier. Et cette grâce présidentielle était un peu scandaleuse pour les gens qui sortaient de la résistance. Et dans le film qui précédait le débat, cette mention avait été omise. Et Clavel ne ratait pas une occasion de faire... Enfin, il avait un côté Cyrano magnifique. Oui, en tout cas, il avait du nez pour être respecté à la télévision. Alors, la télévision, justement, on en parle dans quelques instants à travers une autre de vos dates, le 13 février 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Enthoven. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Paul Enthoven. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman chez Grasset, Les raisons du cœur. Et on revient au 13 février 1987. Ce soir-là, vous êtes dans cette émission. Votre première apostrophe, c'est une émission sur le thème de la crétinisation générale. Et vous évoquez Sioran, Jean-Paul Enthoven. Oui, c'est une drôle d'histoire parce que, évidemment, j'étais très proche de Sioran à cette époque-là. Et Pivot avait invité Sioran, il était hors de question que Sioran aille à la télévision. Donc, il m'avait demandé d'y aller à sa place. Et Pivot avait accepté. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que le lendemain, évidemment, Sioran n'avait pas de télévision, il regardait jamais ça. Et le lendemain, nous nous étions retrouvés, comme tous les samedis, au Luxembourg, pour faire notre petite promenade. Et Sioran... et la plupart des gens qui m'avaient vu la veille croyaient que j'étais Sioran, n'est-ce pas? Donc, ils venaient me demander un autographe à côté du vrai Sioran, ce qui est hallucinant. Et je garde un souvenir ému d'avoir représenté Sioran, qui est quand même un écrivain majeur, qui est dans la Pléiade aujourd'hui. Bien sûr, mais les erreurs du public sont étonnantes. Un jour au Festival de Cannes, il y a des sosies qui sont tous là, donc le public vient demander à tous les sosies, et il y en a un qui n'est pas concerné, c'est le sosie de Robert De Niro. Personne vient lui demander un autographe. Or, c'était le vrai de Robert De Niro. Alors, Sioran, effectivement, on a oublié un petit peu, mais c'est un des plus grands écrivains. Il vient de Roumanie, mais c'est devenu un grand écrivain français. Oui, comme il disait, il s'était beaucoup trompé en roumain, donc il a décidé d'écrire son œuvre en français. Et comment êtes-vous devenu ami de Sioran, Jean-Paul Enthoven? Eh bien, je suis devenu ami de Sioran parce que j'étais proche d'un poète libanais qui s'appelait Fouad El Être, qui animait une petite revue de poésie qui s'appelait La Délirante. Et Fouad était grand ami de Sioran que je voulais rencontrer. Et donc, je l'ai vu très vite. Et quand on voit Sioran une fois, on le garde pour toute la vie, oui. Oui, car c'est finalement un philosophe important. Et un moraliste, pas un philosophe. Un moraliste qui disait être un pessimiste permanent. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris que le secret du bonheur, c'était le pessimisme. Commencez votre journée en optimiste, par exemple. Au bout de 5 minutes, vous aurez un mauvais coup de téléphone, un ami vous décevra, vous irez de déception en déception. En revanche, si vous vous réveillez en disant que tout est foutu, il se peut qu'avant la fin de matinée, vous ayez une bonne nouvelle, un sourire qui vous émeut dans la rue, et ainsi de suite. Donc, la condition du bonheur, c'est le pessimisme. Ça, je le crois profondément. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous a marqué à cette époque, c'est un historien, un journaliste, un philosophe, c'est Raymond Aron, Jean-Paul Enthoven. Oui, bien sûr, oui. Bien que personne ne peut prétendre s'être lié avec Raymond Aron, qui était un homme extrêmement froid et distant.
ce qui a compté pour moi dans l'aronisme, ça a été ses livres, ça a été sa sagesse. Oui, parce qu'on disait de lui qu'il était un professeur d'hygiène intellectuelle. Oui, à une époque où ça rapportait pas beaucoup, si je puis dire, puisque à cette époque-là, la gauche marxiste était absolument hégémonique dans les journaux, dans la presse, partout. Et Raymond Aron qui disait juste que 2 plus 2 font 4 et qu'un camp ressemble à un camp, qu'il se trouve à l'Est, à Cuba ou en enfer, mais simplement ce genre d'évidence passait mal à l'époque. Et Raymond Aron a été un professeur de lucidité, je dirais. Et qui a fait évoluer vos idées au moment où vous débutiez comme journaliste, parce que le journalisme, c'était pas votre vocation au départ, Jean-Paul Enthoven. Non, mais là, il y a une autre rencontre, si vous me permettez, importante. C'était ma rencontre avec Jean Daniel, qui à l'époque dirigeait le Nouvel Observateur et qui est devenu mon ami très cher et qui m'a confié les pages culturelles de l'Observateur, là aussi à une époque où l'Observateur faisait la pluie et le beau temps dans le monde des idées, oui. Et vous avez découvert le journalisme. Est-ce que c'est du journalisme que de faire de la critique littéraire? Je ne crois pas. J'ai toujours eu l'impression que j'écrive des livres, que j'écrive des chroniques, que je dirige des pages culturelles ou que je sois éditeur. J'ai toujours eu l'impression de faire le même métier. J'ai toujours eu affaire à des gens qui écrivaient. Et il y avait aussi des gens qui dessinaient, et je crois que vous êtes rentré au Nouvel Observateur en même temps que Claire Bretéché, oui, qui avait été repérée. Oui. Elle sortait de l'Écho des Savanes, un journal qu'elle avait créé avec Gottlieb et Mandrika, et elle a révolutionné la BD. Roland Barthes disait de Claire qu'elle était le meilleur sociologue de son temps. Les Frustrés est devenu un classique. Bien sûr. C'est une femme étonnante d'ailleurs, toujours qui ne croyait pas en elle. J'arrive pas à penser qu'elle est morte aujourd'hui. Ça me semble incongru. Elle et son mari, que j'aimais beaucoup, Guy Carcassonne. Oui. Alors, vous allez petit à petit monter en grade au Nouvel Observateur, jusqu'à en devenir rédacteur en chef adjoint. Oui. Et c'est finalement, la critique vous a amené à une direction que vous n'imaginiez pas non plus au départ. Non, mais il fallait bien être un peu le chef ou le sous-chef de quelque chose. Vous pouvez pas... Et donc, mais je suis bien vite parti après 81, 82, parce que... j'avais une culture d'opposition. L'idée que ma famille politique, tout d'un coup, se trouve détentrice du pouvoir d'État, comme ça a été le cas à partir de 81, m'a semblé parfaitement saugrenu. C'était pas mon histoire. Je pouvais pas rester là. Je me souviens, j'ai partagé des bureaux avec Gilles Martinet, qui voulait être ambassadeur à Rome, avec Pierre Bérégovoy, qui allait être bientôt secrétaire général de l'Élysée, avec Michel Rocard, qui signait à l'Observateur sous le pseudonyme de Michel Servet. Donc, j'étais pas fait pour travailler avec des gens qui allaient ou qui voulaient devenir ministre. Voilà. Mais pendant cette période, non seulement vous dirigez des pages, mais on vous demande quelquefois un détail sur un mot, un éditorial. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais je suis le relecteur affectueux de Jean Daniel, oui, bien sûr. Jean Daniel qui est mort à 100 ans, que j'avais croisé il y a 5 ans, c'était un jeune homme. Oui, bien sûr, je me souviens très bien. Donc il est mort il y a moins d'un an, enfin il y a un peu plus d'un an. Et je me souviens toujours de sa phrase, la dernière visite que je lui ai rendue, rue Vaneau, et il a tenu à me raccompagner jusqu'à la porte de chez lui. Et en partant, il m'a dit cette phrase, c'est incroyable d'ailleurs, il m'a dit « Et puis n'oubliez jamais que la vérité a toujours un pied dans le camp d'en face. » Pas mal, non ? Belle phrase. Alors, ce qui est étonnant aussi, Jean-Paul Enthoven, c'est que quelquefois, dans ces colonnes, vous parlez de personnalités comme Frank Sinatra ou Alain Delon qui vous fascinent. Oui, bien sûr. Qui n'est pas fasciné par Frank Sinatra ou Alain Delon ? Ce sont des mythes. Oui. J'aurais adoré être un mythe. Vous les avez rencontrés, pas Sinatra, non, mais Delon, vous l'avez rencontré ? Oui, bien sûr, beaucoup même. Puisque j'ai commis le scénario d'un très mauvais film dans lequel il jouait, qui s'appelait Le jour et la nuit. Oui. Et Alain Delon, j'ai gardé des relations avec lui, plus maintenant, bien sûr, parce que il est un peu diminué. Mais c'est un personnage... D'ailleurs, après la mort de Belmondo, qui était l'homme que tout le monde aimait,
J'ai jamais vu un tel pluie d'hommages. Je crains que le jour où Delon, le plus tard possible, le jour où Delon nous quittera, je suis pas sûr que l'hommage soit unanime. Sur l'acteur, certainement. Mais sur l'homme, il y aura certainement des réserves, hélas. Oui, alors que c'est un féodal. Alain Delon, il est tombé dans cette époque-là, la nôtre, par le plus grand des hasards. Mais tout à fait, et c'est l'homme le plus gentil de la Terre, le plus généreux de la Terre. Bien sûr, oui. Je l'ai vécu moi-même dans un spectacle qu'il a produit. Il vous appelait à chaque instant, il surveillait tout, Bien avec sûr. une vérité et surtout une parole. C'est un homme de parole. Évidemment, il avait, comme il le disait lui-même, l'honneur des voyous. Bien sûr. Alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est que pendant un temps, au Nouvel Observateur, Jean-Paul Enthoven, vous avez assuré la rubrique télé, la critique télé. Oui, pas très longtemps, puisque quand Clavel, qui la tenait avec éclat, est parti, et avant que Françoise Giroud n'arrive, il y a eu un petit intermède où on m'a laissé la faire. À l'époque, la télé, c'était 3 fois rien. Oui, il y avait 3 chaînes Oui. et la critique télé n'était pas si courante. Non, mais j'aimais bien ça. Vous regardiez la télé à l'époque? Oui, j'ai toujours regardé la télé. Toujours. Encore aujourd'hui? Maintenant, on regarde les plateformes. Oui. Mais je pense aujourd'hui, d'ailleurs, que si Balzac, Maupassant ou Alexandre Dumas revenaient, ils travailleraient pour Netflix, j'en suis certain. Ah, c'est évident. Et il s'est passé encore d'autres choses dans votre carrière. On en parle avec une autre date, le 11 septembre 1996. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Enthoven. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon activité, Jean-Paul Enthoven, parce que il y a une chose pendant les publicités, vous m'avez expliqué que on ne dit pas Enthoven, tout le monde dit Enthoven, mais Enthoven. Mais oui, bien sûr, parce que vous ne dites pas enthousiasme, Oui. vous ne dites pas un enfant. Il n'y a aucune raison de rendre sonore ce N qui se trouve avant une consonne. Mais c'est comme ça. Voilà, bon, on met fin à la légende, Jean-Paul Enthoven. Encore faudrait-il que vous y parveniez, c'est pas sûr. Ah, on est très écouté maintenant, Sud Radio, vous savez. Ça devrait aider. Une date importante, le 11 septembre 1996, c'est la sortie d'un livre qui s'appelle Les Enfants de Saturne. Oui. Et là, enfin, après des articles, vous passez à la littérature. Oui. Et je crois à l'issue d'un déjeuner avec Philippe Solers. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que Solers, un jour... m'avait dit, on déjeunait à la closerie des Lilas, m'avait dit, tu sais, ne tarde pas trop à publier, c'est important. Et puis il me dit, tu sais, après tout, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la vie où on peut avoir son nom tout seul. Il réfléchit, il dit, ben non, c'est un livre, par exemple. Et puis il se reprend, il dit, oh, on peut aussi trouver son nom sur une tombe, tout seul. Et d'ailleurs, me disait-il, la tombe et le livre, ça a à peu près la même forme. C'est un parallélépipède. Et tout d'un coup, cette idée étrange et évidente a fait que je me suis dénoué parce que peut-être j'avais un frère qui était mort avant moi, qui portait le même prénom que moi. Ce genre de choses se faisait dans les familles autrefois, qui était mort avant ma naissance. Et souvent, je m'étais recueilli sur sa tombe avec ma mère. Et donc, je voyais mon nom tout seul sur une tombe. Et à partir de là, je me suis mis à écrire. Oui. Francis Blanche avait lui aussi un frère qui est mort très jeune, il s'appelait Francis, et il est allé régulièrement sur la tombe, il a dit « je vais sur sa tombe pour m'habituer », c'est une belle formule. Alors, ce premier livre, Les Enfants de Saturne, c'est un essai sur le bonheur d'être triste. C'est-à-dire, bonheur d'être triste, c'est la définition que Victor Hugo donne de la mélancolie. En vérité, j'avais choisi 12 personnages, écrivains pour la plupart, j'avais fait mon portrait en creux à travers la peinture de 12 personnages qui allaient de Benjamin Constant à Romain Gary, de Hemingway à Fitzgerald, du prince de Ligne à Emmanuel Berle. Et voilà, c'était parti. Oui, mais un livre, quand on a fait des articles pendant toute sa vie, il faut s'y mettre, c'est pas facile la première fois. Non. Vous savez, on s'y met quand on cesse de sacraliser les choses. Comment vous dire, la stérilité est toujours la conséquence de l'orgueil. Dès qu'on devient modeste, c'est facile. Je me souviendrai toujours que j'avais écrit un article très compliqué à l'époque sur Claude Lévi-Strauss. Et peu de jours après la publication de cet article, dont j'avais l'impression
qu'il allait changer ma vie et me valoir considération et respect, je me souviens, j'avais sur un marché acheté un poisson. Et le poissonnier, à l'époque, avait emballé mon poisson dans un article, dans cet article-là. Et là, je me suis rendu compte que fallait pas être trop orgueilleux dans ce domaine. Alors, votre modestie, quand même, Jean-Paul Antoven, c'est que vous refusez d'écrire sur votre passeport la profession écrivain. Non, c'est vrai que très souvent, quand on passe une douane ou quand on est dans un avion, on vous demande profession. Et pour moi, combien de fois je voyage avec des hommes ou des femmes qui ont écrit la moitié d'un roman et qui mettent écrivain. Je n'ose pas. Pour moi, c'est une profession sacrée. C'est un écrivain. Je vais avoir le même mot que Marcel Proust, André Gide ou Charles Péguy. Ça me semble un non-sens. Surtout que dans votre famille, on sacralisait les livres, je crois. Oui, bien sûr. Oui. C'était sacré. Oui, c'est sacré. Alors, surtout que et cette sacralisation m'a toujours fait faire la différence entre ce qu'on appelle les écrivains et ce que dans ma famille on appelait les vrais écrivains. C'est pas la même chose. Non. On le voit aujourd'hui d'ailleurs dans certaines librairies. Mais ça, c'est un d'ailleurs autre le drame, c'est qu'on a un seul mot pour désigner La recherche du temps perdu et pour désigner un roman de gare. On devrait avoir d'autres mots, un Luvre ou un Lovre, mais c'est le même mot, c'est comme ça. Alors, le premier livre, donc, Les Enfants de Saturne, et dans la foulée, il y a Aurore, un roman. Oui. Là, vous y êtes vraiment mis, Jean-Paul Antoven. Oui, ça y est, c'était parti, oui. Oui, parce que je venais de découvrir que Jean d'Ormesson m'avait dit à l'époque, la littérature, c'est le bon usage des catastrophes. Dès qu'on a une catastrophe, dès qu'on a un malheur, on en fait un livre et ce malheur nous rapporte de la considération, de l'argent, du prestige, etc. Et à cette époque-là, j'avais des chagrins d'amour et donc Aurore s'imposait. Ça m'a fait du bien d'ailleurs. Oui. C'est une femme fatale, vénale, véroce et fragile. Oui. Et puis l'homme est faible, il se fait avoir. Oui, mais c'est un thème immortel, je crois. Exactement. Hein. La femme et le pantin, c'est... Mais ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce genre de chagrin. Mais bien sûr. Alors, les critiques sont excellentes, on vous découvre, on vous dit, Jean-Paul Antoven, pourquoi ne pas avoir écrit plus tôt ? Pourquoi ? Parce que vous avez un autre métier de l'ombre qui est éditeur. Oui. Et ça, mais vous savez, on n'est pas impunément au deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que, en tant qu'éditeur, en tant qu'éditeur, je lis les manuscrits avant leur existence. En tant que critique littéraire, je les lis une fois qu'ils sont dans le commerce. Et donc, entre les deux, c'est une zone grise. Et c'est la zone, normalement, qui doit être celle de l'écriture. J'ai mis beaucoup de temps à avoir cette audace-là. Surtout que l'édition, c'est un travail de l'ombre, un travail que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui est un travail difficile, parce qu'il faut s'occuper des auteurs, les trouver, et puis leur faire accoucher du meilleur. Leur faire accoucher du meilleur, et puis après, il y a une dimension de commerçant. Il faut vendre, il faut créer des emplois, il faut... mais je garde un souvenir ému de ces années d'édition. C'est-à-dire que on reçoit toujours 10, 20 manuscrits par jour. Comment on fait pour trouver les bons livres ? Ah oui, parce que alors ça, j'ai jamais compris comment. Moi, je lis 3 lignes d'un livre, je sais ce qu'il vaut. C'est peut-être un petit don, je ne sais pas pourquoi, mais alors c'est plus facile pour les essais que pour les romans. Un roman, ça peut être excellent à partir de la page 70, par exemple. Un essai, au bout de 2 phrases, vous savez si c'est bon ou pas bon. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens qui vous envoient ces manuscrits, ils y ont déposé toute leur vie. Et par conséquent, on ne peut pas les traiter par-dessus l'épaule. C'est pas possible. Donc c'est là que ça prend du temps, voyez-vous. Et c'est ce que disait Maurice Siegel quand il a créé le journal VSD. Il disait, on ne fera que des critiques positives. Un travail d'écrivain, c'est une œuvre, on ne peut pas la détruire en 5 lignes. Oui, mais il y a des très grands écrivains qui ont été des critiques d'une cruauté sans nom. Sainte-Beuve, Léon Blois, plus près de nous, Angelo Rinaldi. Je pense qu'il y a une place pour la démolition. Moi, si je faisais un journal maintenant, probablement que je réserverais une chronique à un démolisseur. Ouais.
À condition qu'il ait du talent. Voilà, et vous feriez le buzz immédiatement sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, si vous êtes devenu éditeur, je crois que c'est Bernard-Henri Lévy qui vous a mis le pied à l'étrier, Jean-Paul Antoven. Oui et non. Je vais profiter de cette circonstance pour rendre hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là. C'est très inattendu d'ailleurs. Il nous a quittés maintenant. Il s'appelait Jean-Claude Lattès. Oui, grand éditeur. Et Jean-Claude Lattès, très bon éditeur, très habile, très malin, très vivant. Et il dirigeait l'Empire Hachette que venait de racheter Jean-Luc Lagardère à l'époque. Et comme je viens de vous l'expliquer, je ne voulais plus être journaliste dans un journal qui désormais était la Pravda du gouvernement Mitterrand. Et donc, Jean-Claude Lattès m'a dit « Et pourquoi tu ne deviendrais pas éditeur ?» Je ne savais même pas en quoi ça consistait, ce métier. Et il m'a fait confiance et je suis devenu directeur d'Hachette Littérature. Et très vite, j'ai rejoint mon ami Bernard chez Grasset. Et Hachette, le fondateur s'appelait Louis Hachette, oui. Mais il y a une chose qu'on a oubliée sur lui, il a eu l'idée d'offrir un exemplaire de toutes ses publications aux libraires en disant « Si vous ne le vendez pas dans l'année, vous me le renvoyez ». Et c'est comme ça que finalement, le principe des livres diffusés est né. Récemment, j'ai même découvert que il y a une pédopsychiatre qui s'appelle Caroline Eliachev, la propre fille de Françoise Giroud, qui a écrit un livre sur une biographie de la comtesse de Ségur. Et j'ai appris dans ce livre-là que le correcteur de Louis Hachette, c'était Émile Zola. Oui. Donc, c'est pas mal. Et il faut savoir aussi que Louis Hachette a obtenu la concession des gares grâce à un monsieur qui était le patron de la SNCF, qui était monsieur de Ségur, oui. et qui était le mari de la comtesse de Ségur. Et bien sûr, voilà. Évidemment, bien sûr. Comme quoi tout se rejoint. Alors, vous avez découvert différents auteurs, dont Yann Moix. Oui. Yann Moix vous doit sa carrière. Non, ça veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. Quand les écrivains ont du talent, ils auront du talent avec vous, sans problème. Il se trouve que j'étais au guichet quand Yann Moix est passé, mais Yann Moix qui est un grand écrivain compliqué, mais un grand écrivain, probablement le meilleur styliste que j'ai jamais publié. Il serait devenu Yann Moix exactement sans moi. Voilà. Mais Yann Moix, vous lui devez quand même quelque chose. Écoutez. La bande originale de Barry Lyndon, et je crois que vous avez fait au début vos adieux au cinéma, dans Cinéman, réalisé par Yann Moix. Ah oui, c'est drôle ça. Drôle. Oui, Yann fait partie de ces gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Et il a fait, après un premier succès sur Claude François, il a voulu faire un film qui s'appelait Cinéman, qui a été un échec, je crois. Mais en tout cas, ça m'amusait beaucoup de jouer un petit rôle dedans. Vous aviez, je crois, une perruque. J'avais une perruque. J'avais une scène avec Marisa Berenson qui avait joué dans le vrai Barry Lyndon. Donc, quand même. Et puis, aujourd'hui, vous continuez au journal Le Point parce que vous continuez vos feuilletons littéraires. Oui. Ça, c'est une chose importante. Vous en passez. Oui, d'abord, c'est une formation permanente. Je trouve ça très, très sympathique. Ça m'oblige. Non, ça me permet de lire des livres magnifiques. Et je suis très content. Moi, je fais une critique d'admiration. Je ne fais pas une critique de démolition, précisément. Oui. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de plus en plus difficile de trouver des vrais auteurs? Est-ce qu'il y en a encore? Oui, bien sûr. Parce qu'on dit que la langue française est malmenée. Mais non, elle l'a toujours été. Il y a des écrivains magnifiques. Je viens de terminer le dernier livre de Modiano, qui est sublime. J'ai lu un livre étonnant de Michel Schneider qui s'appelle « Les livres et les femmes », qui est un chef-d'œuvre absolu. Je ne sais pas combien de gens s'en rendront compte, mais non, c'est un grand bonheur encore de lire. Lire et écrire, c'est la même chose. Et ça, tous les jours, quoi qu'il arrive, vous écrivez? Oui ou non, parce que j'aime beaucoup jouer au tennis. Donc, je fais l'un ou l'autre. Oui. Voilà. Le tennis, justement, et les livres sont au cœur de ce roman dont on va parler dans quelques instants. Mais arrêtez, cher ami, de dire que c'est un roman. Ah oui, mais justement, pour l'instant, je fais du suspense. Mais je dis que c'est un roman, mais ce n'en est pas un. Mais on va en parler avec cette date du 6 octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Paul Antoven.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Paul Antoven, date 6 octobre 2021, sortie de Les Raisons du Cœur. Alors, j'ai dit que c'était un roman, parce que c'est chez Grasset que ça ressemble à un roman, mais c'est pas du tout un roman. Enfin, j'ai mis un sous-titre qui s'appelle « Récit drôlatique, véridique et fantasmagorique ». Donc, quelque chose de fantasmagorique est du côté du roman. Par exemple, dans ce livre, Oui. je m'entretiens avec des fantômes. Ça ne se fait pas. Dans le fantôme de Michel Berger, le fantôme de Françoise Sagan, mon père, ma mère. Mais en même temps, ce livre-là fait la chronique d'événements réels, puisque c'est en jouant au tennis, il y a exactement un an, j'ai eu une espèce de vertige et il fallait un problème cardiaque très sérieux. Il a fallu immédiatement faire une très longue opération de 9 heures. Je m'empresse de vous dire que tout va très bien, Oui. que j'ai repris le tennis, que là, il y a 10 ans, je serais mort. Aujourd'hui, je suis rajeuni, au contraire. Oui, parce que finalement, c'est le début du livre, et le personnage s'appelle Jean-Paul, donc Oui, bien c'est sûr. vous. Et vous racontez par le détail le moment où cette nanoseconde où vous tombez dans le coma, et puis tout ce qui s'est passé ensuite. Bien sûr. Oui, mais j'ai pas l'intention de revenir là-dessus, mais j'avais, à l'époque, mon problème cardiaque s'était déduit d'une peine de cœur. Et par conséquent, le tennis n'a pas failli me tuer. Je crois qu'il m'a sauvé, au contraire. Puisque j'étais vous savez, il y a des footballeurs, par exemple, ou des grands sportifs qui ont une malformation qu'ils ignorent. Et puis, la partie commence et tout d'un coup, ils meurent. J'étais dans ce qu'on appelle le club de la mort subite. Je ne le savais pas. Et c'est le tennis qui m'a dit « Oh là là, mon vieux, tu devrais te faire réparer ton aorte. » Donc, on m'a mis une petite rustine de porc, puisque le porc est l'ADN du porc est celle qui s'ajuste le mieux à l'ADN humaine. Et tout va bien. Mais ça a été une aventure spéciale. Oui, 8 heures d'opération. Et surtout, mon cœur qui, pendant 155 minutes, n'a pas battu. Je suis encore me demander si pendant ces 155 minutes, j'étais vivant ou mort. Je ne sais pas. Et le chirurgien vous a dit d'ailleurs, le cœur est resté dans votre ventre, sinon j'ai failli l'enlever et le mettre à côté. Oui, bien sûr. C'est plus fréquent de le mettre à côté. Ils le mettent dans des petites boîtes. C'est fabuleux. Mais ça a été... Vous savez, dans la vie, mon cher Jacques, dans la vie, il y a toujours un moment où on passe un cap Horn. C'est-à-dire... très souvent, par exemple, une dépression nerveuse. Styron a écrit un livre sur sa dépression nerveuse, ou bien Philippe Labro, qui avait écrit un très beau livre aussi. On passe le Cap Horn. Et puis après, on est, comme dit Freud, on est autrement le même. Autrement le même. Et c'est ce que vous a dit le chirurgien d'ailleurs, vous serez différent, mais en même temps en étant le même. Alors dans ce livre, effectivement, dans ce récit, vous évoquez les amis disparus, dont celui-ci. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. Alors ça, je suis sûr que vous ne connaissez pas, c'est la première chanson de Michel Berger quand il avait 16 ans. Il avait produit un disque de Bourvil, Les Girafes, et avec le succès de ce disque, il avait produit son premier album, Mon L'amour, Dieu. tu n'y crois pas. Je suis ravi de découvrir ça. Non, je ne connaissais pas. Voilà, et Effectivement. il était devenu chouchou à saluer les copains grâce à cette oui. chanson. Voilà. Oui, Il était directeur artistique chez Pathé Marconi à l'époque. Mais quel talent il avait. Alors c'était quelqu'un qui vous manque, et c'est quelqu'un qui vous manque. Mais bien sûr, c'était la grâce, lui et France Gall d'ailleurs, qui étaient des êtres de lumière et que le malheur n'a pas épargné étrangement. Leurs enfants, leurs enfants. Pauline. Oui, Pauline, oui. Qui est morte très jeune. Mais vous l'aviez connu comment, Michel Berger? C'est Jacques Attali qui nous avait mis en relation l'un avec l'autre, puisque c'était un ami de Jacques Attali et je le rencontrais souvent chez Jacques. Et puis après, des liens s'étaient tissés entre lui et moi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un à la fois talentueux dans un autre monde et extrêmement discret. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand le réfrigérateur était vide, s'il écrivait, il s'en fichait complètement. Oui, comme ça, un
artiste est un artiste. Alors, et c'est avec lui que vous avez, je crois, Jean-Paul Antoven, rencontré Mireille et Emmanuel Berle. Oui, bien sûr, parce que Mireille, qui à l'époque était non seulement la chanteuse de Coucher dans le foin, mais la femme d'Emmanuel Berle, elle dirigeait le petit conservatoire de la chanson, et où il y avait des tas de gens comme Françoise Hardy, etc., etc. Et elle avait immédiatement repéré Michel Berger, bien sûr. Et elle trouvait, je ne sais pas si c'était vrai, que nous avions l'air un peu on se ressemblait. Et on était comme des frères, des petits bourgeois, comme ça. Et donc, ça nous avait rapprochés. Il y avait Modiano dans le groupe de Mireille. Alors, moi, j'en profitais pour parler avec le mari de Mireille, c'est-à-dire Emmanuel Berle, ils habitaient tous sur le Palais Royal. Rue Montpensier. Rue Montpensier, donc c'était important dans ma vie, oui. Oui, et Emmanuel Berle, qui était un grand journaliste, écrivain, philosophe, je ne sais pas si vous le savez, il dirigeait un journal. Marianne, oui. Oui, et il a annoncé son mariage Bien avec sûr. Mireille dans le journal sans qu'elle soit au courant. Oui, bien sûr, mais comme ça, elle pouvait pas faire marche arrière. Exactement. Bien sûr. Et il y avait chez eux, j'ai vu un jour chez eux, un feu rouge et un feu vert à l'entrée d'une pièce. Ah oui. Quand le feu était rouge, Mireille n'avait pas le droit d'entrer chez Emmanuel Berle, et quand c'était vert, elle pouvait entrer. Oui, bien sûr. Et Mireille a formé des tas de générations de chanteurs Bien sûr. grâce à ce petit conservatoire. Je ne sais pas si vous en connaissez l'origine, Jean-Paul Antoven, De quoi? du petit conservatoire. C'était pas une aventure avec Jean Nohain? Non, c'est Sacha Guitry Ah qui oui. un jour dit « Vous devriez faire un petit conservatoire de la chanson Ah oui. Elle le propose pour 6 mois, ça a duré 30 ans. Eh oui. Alors, Michel Berger donc a compté beaucoup, mais aussi Françoise Sagan. Oui. Ça a été quelqu'un de très cher, vous en parlez dans ce livre, quelqu'un de très cher à votre Oui, bien cœur. sûr. Elle vous conseillait des lectures, elle vous Bah, consolait. c'est-à-dire que je veux pas que nos auditeurs croient que je fais une collection de mes fantômes. Non. Il se trouve simplement que pendant l'espèce d'absence sous l'influence de la morphine, tous ces gens-là sont venus me parler. Ils se sont penchés sur mon lit. On s'est raconté des histoires. Donc c'est totalement réaliste. Et quant à Françoise Sagan, oui, elle était une femme merveilleuse, notre Fitzgerald à nous, hein. Et puis quand elle faisait ce qu'on pourrait appeler des ordonnances littéraires, c'est-à-dire que en fonction des maladies qu'on avait, en général c'était des chagrins d'amour, elle recommandait tel ou tel livre. Ah, tu as un chagrin, mon coco, eh bien tu vas me lire Albertine disparue, matin, midi et soir pendant 15 jours, ça ira mieux. Et c'est vrai que ça allait beaucoup mieux. Parfois on sophistiquait le remède, on devait lire du Tchekhov ou bien du Racine. Et Françoise, c'était le charme même, voilà. Vous évoquez dans ce livre, Jean-Paul Antoven, le fait que la légende dit qu'il aurait eu une aventure avec Ava Gardner, Oui. la femme de Sinatra. Oui. C'est étonnant, ça. Non, Non. je confirme. Bon, alors, il faut savoir que quand... Non, Françoise ressemblait à un petit oisillon mazouté, chafouin, avec des cheveux en paille. Mais quand elle a séduit Ava Gardner, c'était Ava Gardner au crépuscule. Elle était alcoolique, bouffie par le gin. Et puis c'est une très brève histoire, oui, bien sûr. Oui, il faut savoir qu'Ava Gardner, quand Sinatra l'a plaqué, quand ils ont divorcé, elle écoutait ses disques en buvant du whisky, bien sûr, et elle insultait le disque en disant « tu chantes mal, c'est n'importe quoi Oui, pendant des heures. Oui. Mais vous dites que c'est la femme de Frank Sinatra, mais elle a eu tellement de maris. Oui. Bien que Sinatra est celui qui a le plus compté pour elle. Je pense, oui. Et vous évoquez aussi une autre comédienne qui est Gaby Morley, Oui. qui a été, je crois, une des vedettes du muet au temps de Max Linder. Et je l'évoque pour une raison très simple, c'est qu'elle ressemblait à ma mère. C'est étonnant. Oui. Et cette femme a été, au temps des années folles, l'une des premières à obtenir son brevet de pilote de dirigeable. Oui, pourquoi pas, je l'ignorais, mais je sais simplement qu'elle ressemblait à ma mère et que ma mère se reconnaissait en elle. C'est fou, ça. Oui. Mais le cinéma, en plus, c'était pas votre affaire. Je crois qu'un jour, on vous a emmené voir Les Trois Mousquetaires et que vous n'avez pas aimé. Oui, non, bien sûr, mais le cinéma est devenu mon affaire. Oui. Je considère qu'un grand film est aussi important qu'un grand livre, oui, bien sûr. Alors, dans ce livre, Jean-Paul Antoven, vous parlez aussi d'un acteur qui est lui aussi à l'hôpital à côté de vous, qui insulte tout le monde et qui va disparaître. Oui. C'est une invention, ça, ou c'est vrai? Alors,
c'est quelqu'un qui est réel, que je n'ai pas nommé à dessein, donc je ne vais pas vous le nommer maintenant, et qui est toujours vivant, et que j'ai fait mourir juste pour brouiller les pistes. Exactement. Voyez-vous. Mais en même temps, pour le médecin, un acteur, c'est important. Un écrivain, pour lui, oui. il vous citait Amélie Nothomb. Vous n'avez jamais eu affaire à des médecins mondains? C'est terrible, les médecins mondains. Ils n'ont pas intérêt à se rater quand ils opèrent le cœur ou la prostate d'une célébrité. Leur chiffre d'affaires en dépend. Donc, dans ce cas de figure-là, je fais mourir mon acteur célèbre, mais à qui je souhaite, puisqu'il est vivant dans la réalité, à qui je souhaite une immense santé pendant longtemps. Et il y a une chanteuse qui est toujours vivante et en pleine forme, que vous évoquez aussi à travers une chanson, Jean-Paul Antoven. Quand mon cœur, si tu peux, il contient tant de rêves bleus. Petula Clark, il joue avec mon cœur. Et, Pourquoi cette chanson? Tout simplement parce que, comment vous dire, le chirurgien qui s'occupait de moi me dit, je vais jouer avec votre cœur. Ben, évidemment, ça me renvoie au titre d'une chanson d'autrefois. Je crois que j'avais pas prononcé le nom de Petula Clark depuis 30 ou 40 ans. Il me semblait naturel de... mais je suis ravi d'en écouter quelques mesures avec vous. Et il se trouve mais qu'elle je l'aurais pas reconnue, la chanson. Elle a débuté pendant la guerre, on ne le sait pas, elle avait 7 ans. Elle venait lire des contes pour enfants et des chansons pour enfants au micro de la BBC, et c'était des messages pour la résistance. Ah, très bien. Alors, dans ce livre, Jean-Paul Antoven, vous dites aussi que c'est le bilan d'une vie, des illusions, de ce qui a réussi, de ce qui n'a pas réussi. Vous en profitez à travers cette opération. Ben oui, c'est comme je vous dis, quand on passe le Cap Horn, on a intérêt à être à jour avec soi-même, parce qu'on n'aura pas tellement de circonstances pour savoir où on en est. Je trouve que c'est un exercice très salutaire de dresser le bilan, de se donner ses ultimes coordonnées. Oui, mais en même temps, il y a les choses qui ont réussi, il y a les chagrins, et vous évoquez cette dispute qui a été médiatique avec votre fils Raphaël, vous l'évoquez, et il n'y a toujours pas de réconciliation. Oui, je lui pardonne 1000 fois, j'espère qu'il me pardonne aussi, et je l'aime infiniment, c'est un esprit supérieur, et tout va bien. On se voit un peu moins, mais tout ça rentrera dans l'ordre un jour ou l'autre. C'est évident. Voulez-vous ? Alors, justement, l'avenir, c'est continuer à écrire, continuer à vivre, revivre. Oui, bien sûr. Continuer à vivre, à écrire, à aimer. Très important, l'amour. Et en même temps, vivre avec une insouciance qui n'est plus d'actualité, peut-être. Non, je prends légèrement les choses tragiques. C'est par hygiène mentale. Évidemment, si je mets mon nez à la fenêtre, il y a des choses qui sont pas drôles autour de moi et dans le monde comme il va. Mais vous savez, on finira, on fera un grand bond dans le néant à peu près tous ensemble. Donc autant faire ça avec le sourire. Et autant en profiter avant, et profiter justement du fait qu'on est là pour lire Les raisons du cœur, un récit passionnant et passionné, tel que vous le racontez, Jean-Paul Antoven, chez Grasset. Je vous remercie. Merci, puis continuez à écrire comme ça, parce que vous allez continuer maintenant. Oui, bien sûr. Alors, vous reviendrez dans Les Clés d'une vie, vous serez le bienvenu. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.